Et voilà, nous y sommes, nous nous retrouvons donc sur l'entretien ce dimanche avec toute la joie, la ferveur que nous vous connaissons, que nous avons à être avec vous tous les dimanches avec Angèle Toboula. Angèle, bonjour. Bonjour Théodule Ronsard, mesdames et messieurs, bonjour Théodule, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Alors joyeux Noël à nos téléspectateurs, à nos auditeurs aussi. J'espère que vous avez passé ou que vous passez de bons moments de fête. Alors nous y voilà pour l'entretien de ce dimanche et nous recevons aujourd'hui un cadre retraité de l'ABCAO. Il s'agit de monsieur Albert Agassounon. Monsieur Agassounon, bonjour. Bonjour Madame Toboula. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et si vous le permettez, nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de l'année, les téléspectateurs auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés tout au long de l'année, ceux de ETélé et de OCRFM. Absolument. Voilà. Et merci donc à eux pour leur fidélité renouvelée. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet, Théodule Ronsard. Monsieur Agassounon, nos téléspectateurs et auditeurs se demandent certainement ce que fait un retraité de la BCAO sur un plateau politique. Donc ne m'en voulez pas de vous demander votre parcours. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours politique? Belle question. Qui suis-je? Alors, pour vous dire qui je suis, ça va prendre toute une vie, c'est-à-dire la mienne. Parce que la personne que je connais le mieux, c'est moi-même. Très bien. Mais on ne va pas prendre le temps de la télévision pour parler d'Albert, non. Mais je vais vous mettre des repères. En fait, je suis béninois, originaire d'Abomey, né à sa vie. On ne va pas s'attarder dessus. En fait, je suis un homme béni de Dieu. Ah, oui. Vous le croyez? C'est un rapport avec... En fait, attendez, parce que Dieu m'a tout donné. Je suis un béni de Dieu parce que je suis né de parents qui m'ont tout donné. Je suis un béni de Dieu parce que je suis béninois. J'étais Dahomey et on est devenu Bénin. Et ce pays Dahomey dans lequel je suis né m'a tout donné et jusqu'au Bénin qui continue de m'en donner. Alors voilà qui je suis et donc après tout ce que j'ai reçu, c'est tout ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Là où je suis parvenu, bon, je crois que de ce point de vue, si je dois étaler, étayer, donner des exemples sur ma vie, je vais vous perdre le temps et le temps aux téléspectateurs, que je salue au passage, parce que c'est pas... Quand les téléspectateurs et les auditeurs et aussi. les auditeurs, bon, ok. Parce que quand on vient s'asseoir ici et qu'on parle, on ne sait pas tous ceux qui nous entendent, qui nous voient. Donc je les salue et comme vous, je leur dis joyeux Noël, puisque nous sommes au lendemain de Noël. Alors, je passe à la deuxième question. Oui, quel est votre parcours politique? Parce que je me retrouve sur un plateau politique. Sur un plateau politique. En fait, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que, en vérité, mon apparition sur les écrans de télévision au Bénin date de 25, ça a débuté le 25 septembre 2020. À la faveur de rencontres où les gens ont voulu que je vienne apporter ma contribution aux débats qui se tiennent sur la vie de façon générale et sur la politique de mon pays. Et comme je suis un passionné du Bénin, je ne me suis jamais dérobé. Mais en fait, de parcours politique, je n'en ai véritablement pas, parce que je n'ai jamais été membre d'un parti. Je suis un citoyen attentif à tout ce qui se passe dans mon pays, dans toutes les dimensions, dans tous les secteurs, la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Je suis très attentif à ça, et depuis très très longtemps. Alors, j'ai été sympathisant d'un ami qui a créé un parti au lendemain de la conférence nationale. C'était Feu Florentin Mitobaba qui a créé le rap. Je n'étais pas membre, j'étais sympathisant, je n'ai pas de carte de membre, mais j'étais très proche de lui et ce qu'il entreprenait à cette époque-là, dans l'ère de
du renouveau démocratique, du multipartisme intégral. Et donc, bon. Surtout qu'il était ministre des Transports. Il était ministre des Transports après avoir été un grand syndicaliste de son histoire. C'était un grand syndicaliste. Donc, moi, j'étais proche de lui et je suivais. J'étais vraiment sympathisant, mais sans prendre d'action, sans prendre de rôle, rien du tout. Mais en fait, je suis plus que ça. En fait, quand vous dites quel est votre parcours politique, je revendique d'être un homme politique. Mais je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien parce que je ne fais pas de la politique ma tasse de café. Je n'exerce pas en permanence des fonctions de au niveau politique. La première fois que je me suis vu en train de parler politique, c'est le 6 avril 2006. Investiture du président Yahi Boni. Je m'étais retrouvé, j'étais à Parakou, à l'agence de la BCAO, et je m'étais retrouvé sur le plateau de Radio Fraternité qui émettait en relation avec l'ORTB Parakou et avec une radio privée, je ne sais pas si c'est Déman ou Azeke. Et donc, j'ai participé à ce plateau, à ce moment-là, et parce que j'ai contribué à ma façon, sans rien demander à l'équipe de Yahi, aux équipes du président Yahi Boni, rien demandé à lui-même, mais j'ai cru en lui, pour des raisons que je ne vais pas étaler ici. Et donc j'ai fait campagne dans mon village. Parce qu'il était un de vos collaborateurs? Non, il n'était pas mon collaborateur, nous étions des collègues. Parce qu'il faut rappeler que Yahi Boni est de la deuxième promotion des cadres de la BCAO formés au COFEB, et moi je suis de la troisième. Donc on était collègues comme ça. Mais c'est pas pour ça. En fait, comme je suis attentif à la vie politique du pays, j'ai vu tout ce qui s'est passé depuis que j'ai découvert le Dahomey devenu République populaire du Bénin, et puis nous sommes au Bénin aujourd'hui. Et quand il a commencé par se manifester comme voulant s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, j'ai fait une analyse personnelle, j'ai regardé qui sont ceux qui sont passés et qui sont ceux qui se bousculent. Et j'ai trouvé mes critères pour mettre mon dévolu sur le président Yahi Boni, qui était candidat à l'époque. À partir de ce moment, les élections se sont passées comme ça s'est passé, il a été élu. Et quand il a été élu, dans le feu de mon enthousiasme, de ce que j'ai fait pour qu'il devienne président de la République, je me suis offert pour aller à cette nuit de l'investiture que les gens ont organisée à Parakou. Je n'étais pas de l'organisation, mais on m'a invité. Et je suis intervenu sur ce plateau pour défendre le nouveau pouvoir qui arrive. Et donc, tout le bien que je pense que ce président qui va former son gouvernement va pouvoir apporter au Bénin, j'ai défendu sur le plateau. Et à partir de là, les gens m'ont détecté et Radio Fraternité m'invitait tous les samedis pour un débat contradictoire avec des gens de l'opposition peut-être, oui, de l'époque qui n'ont pas soutenu Yahi Boni. Donc le parcours s'est fait tout seul, on va dire. Alors quand je me suis retrouvé dedans à mes risques et périls, parce que ce n'était pas autorisé en tant que cadre de la BCAO, fonctionnaire international, c'était pas, nous sommes apolitiques comme on le dit, mais nous sommes du Bénin, nous avons un regard sur notre pays et ça nous pousse. Donc j'ai fait ça et je me suis retrouvé une dizaine de fois sur le plateau de Radio Fraternité à débattre avec des gens qui pensent le contraire. Mais là où j'ai été dégoûté, c'est à deux niveaux. Très rapidement, mes contradicteurs devenaient des gens qui rejoignaient mon camp. Donc le débat pour moi n'avait plus d'intérêt. Je me suis retiré du plateau et je suis resté à l'écart pour suivre les premiers pas du président Yahi Boni au pouvoir. J'ai suivi ça globalement pendant 6 mois. Et sans vouloir le blesser, je me suis trompé. Encore que des gens m'ont dit... Tout de suite, 6 mois après? 6 mois après, globalement, j'ai dit non, je ne vais pas continuer ce que je fais. Je ne vais pas non plus aller sur des plateaux de télévision pour le dénigrer, pour le combattre. Je reste à l'écart et je le laisse faire. Ceux qui m'avaient déconseillé de rentrer dans ce mouvement pour amener
le docteur Yaïbouni au pouvoir m'ont dit, mais tu es allé, tu es revenu, on est là. Et la suite, vous connaissez. Il a fini ses 2 mandats, il est parti. Et puis, au moment où il partait, je me suis surpris, j'étais à Dakar quand j'ai vu ce qui est devenu notre président aujourd'hui, le président Patrice Talon, faire une conférence à Paris pour donner son intention de venir faire quelque chose pour son pays. Donc cette fois-ci, pour le président Patrice Talon, vous n'étiez dans aucun mouvement. Non. Vous avez observé de loin. J'ai observé de loin parce que, bon, je ne l'attendais pas. Il est venu comme ça. Je ne le connaissais pas autrement. Pas plus que je l'ai vu à l'écran et puis son nom a été agité quelques mois plus tôt. Mais ma conviction a été faite avec un ami qui était avec moi ce jour-là à Dakar, que celui-là, il sera le président. Bon, parce que nous avons, après l'avoir écouté, et avec Azanaï de ce côté et Djogbenou de l'autre, qu'il appelait mon coach, on a dit, mais après l'émission, on a dit, mais cher ami, il va faire l'affaire, non? Ben, on va y aller. Alors, sans rien lui dire, il ne me connaît pas, jusqu'à présent je ne l'ai pas rencontré. Eh bien, moi j'ai voté à Dakar. Il est devenu le président. Il est devenu président de notre pays et ça m'a fait grand plaisir de voir quelqu'un qui dit j'ai passé ma vie à travailler pour me réaliser. Maintenant, je veux mettre mes talents au service de mon pays. Laissons-le faire, donc on va suivre. Et moi, je suis resté à l'écart, j'ai suivi. Je suis depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Ce qui m'a amené maintenant à commencer à parler politique en tant qu'homme politique, c'est que l'animation de la vie politique, c'est le débat, c'est les contradictions, c'est ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Et le peu que moi je vois que le président Talon réalise avec son programme, avec son projet de société, devenu programme d'action du gouvernement, j'ai dit, mais si des gens ne voient rien, et que d'autres disent qu'ils voient, et que moi aussi je vois quelque chose, pourquoi je vais me taire pour ne pas qu'on sache que moi aussi je vois ce qu'il fait? C'est comme ça que j'ai commencé à apparaître sur les écrans de télévision comme pour embêter un peu les gens chez eux, parce qu'ils ne vous ont pas donné de carte et on allume la télé, tu es là en train de parler. Donc, voilà, je me suis retrouvé, mais ce n'est pas pour avoir forcément cherché. Les gens disent, mais les gens qui échangent avec moi, mais viens dire quelque chose, parce que tu as des choses. Toi, viens dire, viens pas. J'ai dit, ah bon, je peux? Et c'est comme ça que ça fait la 3e fois que je dis. Monsieur Agasunon, cette fois-ci, vous ne vous êtes pas trompé 6 mois après, c'est 4 ans après que vous avez commencé par avoir clair, croix en lui, dit que... Non, c'est-à-dire, en le suivant, j'avais déjà conclu depuis qu'il pose les pas, les actes qui vont nous conduire à autre chose que ce qu'on a vécu jusque-là. Vous avez peut-être dit la même chose pour Yaïbouni aujourd'hui. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne va pas vous entendre dire après que vous vous étiez trompé aussi? Non, pour le mandat qui est en cours là, je ne me suis pas du tout trompé. Je crois que je suis satisfait de ce que cela a apporté au Bénin. Pas à moi personnellement, parce que quand on fait quelque chose pour le Bénin, moi j'en jouis tout de suite. Donc, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Seulement que je ne me suis pas... L'autre fois, j'ai dit je me suis trompé parce que il y a une forme d'engagement derrière que personne ne sait. Mais cette fois-ci, je ne me suis pas engagé. J'ai observé et les choses sont... Ce qui me pousse à parler, c'est parce que les gens, les détracteurs, je dirais, disent non, on ne voit rien, non, il n'a rien fait, on a perdu des choses, on est malade. Alors, moi, je vais dire que je vois. Moi, je vais dire ce que je vois. Pas pour dire que le monde est rond. Non. Je vois quand même des choses extraordinaires qui ont été faites depuis 4 ans. Et vous avez l'occasion de nous le dire, vous le direz suffisamment tout à l'heure, n'est-ce pas? Absolument, puisque c'est justement pour nous dire ce qu'il voit, qu'il est sur ce plateau avec nous ce dimanche. Monsieur Agasunon, vous êtes là aujourd'hui pour faire avec nous le bilan de l'année 2020, puisque je vous le rappelle, c'est la dernière émission de cette année 2020 déjà. Donc c'est avec vous que nous clôturons l'année. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan de l'année 2020. Alors, je ne vous coupe pas. Quand je dis je suis un béni de Dieu, vous allez forcément chercher le contenu. Comment
quelqu'un comme moi qu'on découvre avec curiosité sur les plateaux de télévision qui parle, que votre auguste télévision, chaîne de télévision, me fait l'honneur de conclure l'année avec vous. La dernière émission de dimanche, c'est politique, l'entretien. Moi, je crois que tout ça est providentiel et que c'est une raison supplémentaire de rendre grâce à Dieu et de dire vraiment que vous êtes béni, véritable béni de Dieu. Voilà, sinon pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Venons donc au bilan de 2020. Oui. 2020 aura été marqué par cette pandémie qui a secoué beaucoup de nations, je vais dire toute la planète, parce qu'elle est devenue une pandémie mondiale. Notre Bénin, notre pays, a enregistré son premier cas en mars 2020 et beaucoup de mesures ont été prises, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous en sommes à 3167 cas confirmés, dont 3061 guéris, 62 sous traitement et 44 décès. Ma question, c'est de vous demander comment vous appréciez cette gestion faite par le gouvernement en place. Vous qui avez voyagé beaucoup, vous avez vu ce qui se fait dans les autres pays. Comment vous appréciez cette gestion? Bon, je vous remercie pour cette question, mais vous savez, quand il s'agit de parler de la pandémie de Covid-19, le coronavirus, moi j'en parle avec une gravité. J'en parle avec gravité et je peux vous dire, là où je suis sous le choc. Je suis sous le choc parce que j'ai fini ma carrière au Sénégal et j'ai fait du Sénégal mon pays de résidence, alors que j'ai un domicile à Cotonou. Donc je vais, je viens. Et en consultant les réseaux sociaux, j'ai noté que j'ai perdu un grand ami, un camarade de promotion qui est rentré à la Banque centrale dans ma promotion en 1979, Pierre Ndiaye, qui est actuellement le secrétaire général du ministère du plan de l'économie et du plan du Sénégal, qui est décédé du Covid. Oui, il est décédé ces jours-ci. J'ai vu ça sur les réseaux ce matin. Et ça m'a fait un froid. J'ai dit, bon, Covid, les gens n'ont toujours pas compris. Ce qui me gêne pour parler du Covid, c'est que tout le monde se rit dessus. Tout le monde en parle. Tout le monde sait comment on va gérer. Tout le monde sait qu'est-ce qu'on fait de mal. Alors, vous me demandez mon appréciation de la gestion que le gouvernement du Bénin a fait. Et il ne s'agit pas d'apprécier le gouvernement du Bénin par rapport à un autre gouvernement, au gouvernement des autres pays pour distribuer des notes. Non. Mais ce que je peux dire en toute honnêteté, le gouvernement béninois a géré le Covid, la crise sanitaire du coronavirus avec intelligence, avec courage et avec détermination. Ce qui nous a fait vivre, nous tous, les différentes péripéties, les différentes étapes qu'on a traversées pour être à ces chiffres-là. Vous savez, le Covid-19, c'est un étranger qui rentre chez vous sans visage, sans identité. Vous cherchez à l'attraper, vous passez là, il est de l'autre côté. Tout le monde cherche. Personne ne sait d'où il est venu. Jusqu'à ce jour, la polémique sur l'origine du Covid-19 est toujours d'actualité. Vous savez quoi? Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, proclame, après avoir perdu les élections, qu'on a inventé le Covid pour le faire échouer. Alors, les esprits naïfs ont dit, arrête, voilà, puisqu'il a mal géré la crise et il a perdu les élections. Alors, tu vois, il y a beaucoup d'amalgames. Mais, pour revenir au gouvernement béninois, je crois que j'avais dit, lors d'un entretien sur l'ORTB, j'ai dit, quand on votait le budget 2020 du Bénin, et personne ne savait rien, c'était décembre 2019, personne ne savait rien de ce qui va se passer au cours de l'année 2020. Et le corona est survenu en mars. Le premier cas est venu dans notre pays, je ne me souviens pas très bien. Le 16 mars 2020. Le 16 mars 2020. Moi, je ne me souviens plus de comment tout s'est arrivé, mais à partir de cette date-là, le corona a atteint notre pays. Et tel que ça a commencé ailleurs avant de nous atteindre, il
il était important que le gouvernement en place ne dise pas aux citoyens « Ah, on n'a pas prévu de ressources dans le budget pour ça. » Alors, le gouvernement s'est saisi du dossier avec le président, sous le leadership du président Talon, toute l'équipe en place, les différents ministres, ils ont réfléchi, ils se sont attaqués au problème pour ne pas laisser les citoyens à l'abandon parce qu'ils se sont engagés. Le président Talon s'est engagé pour faire le bonheur des Béninois. Donc, il est prêt à toutes les surprises agréables et désagréables. Il est prêt à profiter des vents favorables que la nature va envoyer autant que de faire front, de faire face aux difficultés qui vont surgir. Alors, quand on voit tel que ça s'est fait, ils ont réussi à limiter les casses. Ils ont réussi à gérer de façon à soutenir dans les limites du possible ceux qui ont été frappés de par leurs activités, qui ont dû freiner, arrêter. Le gouvernement a trouvé le moyen de leur venir en aide dans la limite du possible. Ça fait l'objet de toutes les critiques. Bon, alors, le courage dont ils ont fait montre et dont je parle, c'est qu'aucune échéance de l'année 2020 n'a été sautée, n'a été abandonnée pour motif nous avons le coronavirus. Alors, quand des gens travaillent comme ça, sur un imprévu, quelque chose d'inconnu, devant lequel tout le monde, les gens continuent de se battre. Alors, pour que nous, on en soit là, comparaison n'est pas raison. Tous les pays n'ont pas la même superficie, n'ont pas la même population. Si vous avez dit j'ai voyagé, bon, c'est vrai que je voyage assez souvent en Occident, en Afrique. Le pays qui est mon pays de résidence, aujourd'hui, ils sont à 18 600 cas, 600 ou 200. Mais ces chiffres-là sont des statistiques qui ne représentent pas grand-chose. Mais ce qu'il faut retenir par rapport au coronavirus, et ça, ce que je vais dire, s'adresse à tous ceux qui vont m'entendre de se ressaisir. Parce que moi, j'ai été coincé au Sénégal pendant 6 mois avant de pouvoir revenir ici. Alors, à un moment donné, la gestion que le gouvernement sénégalais a fait que, progressivement, ils ont maîtrisé, ramené les chiffres de contamination au niveau le plus bas. Ils ont quelquefois eu 3 cas dans une journée, alors que c'était des centaines par jour. Mais les statistiques du 24 décembre où nous sommes, que j'ai reçues, que j'ai lu sur la déclaration, la conférence que fait le ministère de la Santé, il y a eu 157 cas nouveaux de contamination confirmés. Sur ces 157 cas, il y a eu 54 cas suivis. Ça, c'est au Sénégal. Hein? Au Sénégal, je parle du Sénégal. Je viens. 54 cas suivis par les services de santé. Et 101 cas de contamination communautaire. Alors, quand on dit suivi et communautaire, il faut préciser que les cas suivis, c'est des gens qui ont été détectés et qui sont pris en charge. Et les cas communautaires? Les cas communautaires, justement, quand on a pris quelqu'un et on l'a testé positif et qu'il mérite qu'on le mette en soin, on va faire la traçabilité. On va voir qui est qui. Qui sont les cas contacts. Les cas contacts, voilà, c'est les cas contacts. Donc, autrement dit, vous voyez que 54 cas testés a amené à aller chercher ceux qui ont été en contact avec ces gens-là et qui sont devenus positifs et qui sont naturellement exposés au risque qu'on encourt quand on attrape le Covid. Ça veut dire quoi? Les mesures restrictives, les mesures barrières édictées dans chaque pays, les citoyens n'ont pas à banaliser, à dire que bon, mais moi je suis 6 mois. Non, mais justement, il ne faut pas s'amuser avec ça. Ça, très bien. Parce que c'est reparti. De presque 0 cas par jour, le Sénégal est à 157 cas au 24 décembre. Ça veut dire qu'il faut
faut réarmer la machine pour contrer le Covid. Oui, tout compte fait, au début, il y avait que le gouvernement n'avait pas voulu fermer les frontières, mais adopter une stratégie de gestion modérée sans grands dégâts, comme le chef de l'État l'a dit au cours d'une interview. Mais banalement, bizarrement, ça a été critiqué. Cette méthode a été critiquée par les uns et les autres. Aujourd'hui, on en est, voilà, là où on en est. Alors, oui, bon, vous savez, franchement, qu'est-ce que le gouvernement Talon va faire qui ne sera pas objet de critique? Parce que ceux qui critiquent les choses, c'est généralement pas les victimes. Hein. Ceux qui sont exposés au danger, c'est pas eux qui critiquent. Mais quand ils critiquent, ils n'ont rien en face. Alors, le gouvernement du Bénin n'a pas voulu fermer les frontières. Mais le gouvernement a expliqué, le président de la République lui-même, les ministres ont expliqué pourquoi on ne peut pas fermer les frontières. Si je me souviens, le président dit, mais je vais fermer la frontière et les Béninois qui sont à l'extérieur, accidentellement, qui sont surpris par Corona là-bas, et qui doivent rentrer. Je vais dire, non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Le Bénin ne vit pas en autarcie. Il faut importer. Il y a des choses à acheter à l'extérieur qui vont forcément arriver par bateau, par avion. Surtout les équipements, le matériel pour lutter contre le virus. Comment je fais si je ferme la frontière, les frontières? Je ne ferme pas les frontières pour permettre aux gens de continuer de vivre tout en respectant les mesures barrières. Je prends les dispositions pour que ceux qui rentrent, je puisse les pister tout de suite, les prendre en charge, les tester, les mettre en soins si ils venaient avec le Covid. Donc, on n'a pas dit, je laisse les frontières ouvertes, faites ce que vous voulez. Vous venez, puisque vous n'étiez pas, vous venez de l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce que vous avez fait. On va voir si vous êtes, on vous teste. Et les dispositions ont été prises. Moi, j'ai été testé à l'aéroport plusieurs fois. On va me tester pour repartir bientôt. Mais ça dit, on prend une décision critique, que les gens vont critiquer, mais celui qui a pris la décision, c'est lui que ça engage, c'est lui qui a décidé, c'est à lui qu'on a confié la responsabilité. Et quand il a pris une décision, il va assumer. S'il se trompe, comme l'homme n'est pas Dieu pour ne pas se tromper, mais il ne va pas décider de mal faire pendant qu'il a la responsabilité de bien faire, non? Mais il y a cette critique qui était plus ou moins objective, la tenue des communales dans ce contexte de la pandémie de la Covid-19. Ah oui, communales. Ah, il fallait donc ne pas tenir les communales. Non, mais quand on sait que nous avons une population qui plus ou moins lasse dans ce qu'il s'agit de mesures barrières, etc. D'accord. Donc, vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup d'incantations. On dit c'est comme ça. Moi, j'aurais voulu que, là maintenant, au stade où nous sommes dans la gestion du Covid, que véritablement, nous avons des scientifiques dans le pays. Le Covid est là. Il ne faut pas faire les communales. Pour ça, tout le monde est pratiquement, tous les politiciens qui ne sont pas de la mouvance se sont opposés. Il ne fallait pas faire. Mais on aurait attendu jusqu'à quand pour faire. Aujourd'hui, le Covid a disparu. Il y a encore des cas. Donc, si on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait renouvelé le mandat des maires et des députés, des maires et des chefs d'arrondissement. On n'aurait pas fait. Et si on n'a pas fait, quand est-ce qu'on va faire quand le Covid va partir? Mais quand on a décidé de faire, et c'est là encore l'intelligence qu'il faut saluer du gouvernement du Bénin, qui, à chaque fois, ayant la responsabilité de protéger les citoyens, prend la décision d'agir en dépit des menaces naturelles qui sont là, mais de prendre des mesures pour protéger au mieux les citoyens. Vous savez, quand on a dit, mettez vos masques, lavez-vous les mains, quand le Conseil des ministres a énuméré les mesures barrières, alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous qui voulez vivre dans un pays qui doit fonctionner et qui est exposé au Covid, on dit, faites ça, vous serez protégé. Et vous jetez le masque, vous ne vous lavez pas les mains, vous allez vous rassembler. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Il ne peut pas faire autrement. Parce que si on avait
mais vous savez, nous parlons, mais il faut qu'on ait de la suite dans les idées. On n'est pas là, on se lève, on va, on vient. Le gouvernement a tenu à faire les élections communales qui sont constitutionnelles. C'est un mandat qui finit. Il fallait le faire dans la perspective des présidentielles qui viennent, où ceux qui vont participer, si rien ne change, ont besoin d'être parrainés. Si on ne fait pas les municipales, on va prolonger le mandat des autres. Des gens vont graisser les dents pour dire, mais comment ils sont là depuis, et puis on les laisse. Non, il faut... C'est compliqué. Encore, ça a été organisé, il y a des mesures restrictives qui ont été prises. Maintenant, ce que je veux dire, on n'a qu'à, franchement, avec détachement, faire les statistiques de Covid liées à l'organisation des élections communales. Les scientifiques, là, ils n'ont qu'à se saisir de ça et nous démontrer que parce qu'on a fait ça, les cas se sont multipliés. Ouais. Bon, c'est encore utile à et si vous le faites, ce dont le pays a besoin, il a eu. Sinon, on aurait 83 députés parrains, les assemblées communaux, les assemblées communales, c'est-à-dire les conseils communaux et tout ça, ne seront pas en place. Et puis on sera dans quoi? Dans un désordre où tout est permis. Non, le gouvernement a bien fait d'organiser les élections. J'enchaîne pour dire qu'on n'a pas sauté les échéances, parce que c'est de la même façon qu'il n'a pas été facile pour le gouvernement d'organiser les examens scolaires et universitaires de cette année. Tout le monde savait comment il faut réorganiser l'année scolaire. Tout le monde savait, sauf le gouvernement. Tout le monde savait comment il faut faire pour que les gens passent les examens sans tomber malades. Le gouvernement qui assume les actes qu'il pose a décidé de mettre en place les dispositifs, de mobiliser le corps enseignant, tous les parents d'élèves, pour accompagner le mouvement, pour que, avec les mesures, le respect du minimum qu'on peut, on puisse faire les examens, avec les mesures inédites, des résultats électroniques, des cours e-learn à l'université. Vous voyez, c'est un gouvernement qui n'agit pas au hasard et qui n'agit pas pour dire si ça se casse, je m'en fous. Non, il prend les mesures pour parer aux éventuels dégâts qui vont découler des décisions qu'il prend. E-learning aussi a montré, je vais dire, ses limites ou bien allez au Sénégal. Allez en France. Non, le cas du Bénin, d'accord, mais nous sommes à venir. Regardez ce qui se fait. C'est-à-dire, vous ne voyez pas ce gouvernement en train de donner de la place au numérique, aux nouvelles technologies. On va souffrir un moment. Demain, ça sera tellement facile. Mais laissons les fruits mûrir avant de manger. Très bien. Monsieur Agassouno, l'autre décision qui est tombée le mercredi dernier, c'est que le gouvernement autorise désormais l'organisation des activités sportives, culturelles, les concerts, mais bien sûr dans le respect des gestes barrières. L'autre chose qui fait murmurer, il y en a qui disent attention, est-ce que le corona a disparu, ce n'est pas fini et on ouvre déjà le spectacle, surtout qu'on n'a pas la culture réellement dans nos lieux de spectacle, d'observer cette distanciation demandée. Ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences de cette décision-là? Alors, là aussi, il ne faut rien faire. Est-ce que les gens... Bon, le gouvernement a décidé, mais c'est un gouvernement responsable. Moi, ça dit, le jour où je vois que ça, c'est mal fait, je vais dire... Donc pour vous, dans tout non, ça, non, mal ça, c'est bon. Excusez-moi de parler de fond. J'ai déjà dit, dans quel pays où tout est bien fait, tout est beau, on est en marche vers la perfection, vers l'amélioration des conditions. Mais s'agissant de l'autorisation des activités qui vont regrouper du monde, dans les autres pays aussi, ça se fait. Les gens ont commencé à jouer en France depuis.
les gens ont continué de reprendre goût à la vie, de vivre avec le Covid. Donc si nous enfermons... La France aussi a ses difficultés actuellement. Comment? La France aussi a ses difficultés. Oui, ce ne sont pas les mêmes réalités. En fait. Et pourtant, ils vivent avec. Donc nous aussi, les responsables en charge du sport, en accord avec le gouvernement, sous l'autorisation, avec l'autorisation du gouvernement, va organiser, reprendre les activités sportives, le football et je ne sais pas quoi. Les gens qui ne mènent plus ces activités-là, vous ne pensez pas qu'ils ont peur du Covid et que malgré ça, quand on a lancé maintenant, ils vont faire en se protégeant. Il s'agit, chers amis, de respecter les gestes barrières, de vous protéger. Quand vous dites on n'a pas la culture, c'est parce que nous ne voulons pas changer. C'est parce que moi je dis, il n'a pas, je n'ai pas, donc on peut se coller. Mais si tu t'éloignes et que moi je te pousse, tu dis non, on a dit distanciation. C'est simplement accepter de respecter les règles. Mais tu sais, la désobéissance, le non-respect des règles et procédures, les lois de la nature même vous conduisent toujours dans des problèmes. Donc, quand le gouvernement a dit je fais reprendre les activités sportives, culturelles, en édictant les mesures, respectez si vous voulez faire. Si vous ne voulez pas respecter, restez chez vous. Sinon, vous n'allez pas... Quand est-ce qu'on va reprendre alors? C'est une question. Oui, mais tout s'arrête et on reprend quand? Le temps ne nous attend pas. Vous savez, il y a une denrée qu'on ne stocke pas, c'est le temps. Quand vous arrivez à 24 heures, une journée ferme, vous rentrez dans une journée à partir de 0 à 1 heure. Tout ce que vous devez faire pendant ces 24 heures, tout ce que vous n'avez pas fait, je vais réserver 2 heures de temps pour demain, c'est perdu. Donc, il faut faire les choses à temps, en prenant les précautions, en étant responsable de ces actes. Vous n'allez pas violer les règles qui sont établies pour dire c'est le gouvernement qui a dit. Le gouvernement veut votre bien, il veut que vous vivez de votre activité, de vos activités. Prenez les mesures édictées. Protégez-vous vous-même. Absolument. En tout cas, moi, je veux vivre. En décidant de la reprise de ces activités-là, le gouvernement a insisté là-dessus. C'est dans le respect des gestes barrières. Ouais. Donc, et organisateurs de spectacles et organisateurs d'activités culturelles sont tous appelés à faire respecter ces gestes barrières-là par le monde qu'ils drainent à travers les activités. Alors, Monsieur Agastono, l'autre actualité de cette année 2020, c'est bien évidemment les communales dont on parlait tout à l'heure. Les communales qui sont, je vais dire, la deuxième échéance après la révision de nos tests électoraux, qui a enregistré toujours ces communales-là que 5 partis. Et les mécontentements ont déjà commencé à partir de là. 5 partis pour une communale, quand on sait combien de partis on avait. C'est la révision de la charte politique, la charte des partis politiques, le code électoral, la constitution. On a enregistré des mécontentements à l'époque. Pardon? Mais en fait, les communales, est-ce que les Béninois de façon générale, et vous qui m'interrogez ici, vous n'avez pas vu le progrès qui a été accompli par rapport aux législatives décriées? Le progrès, c'est que le système partisan voulu avant la naissance du gouvernement Talon, la réforme du système partisan, bon, je ne vais pas utiliser leurs mots, mais tel que c'était, tout le monde en avait marre de ce système partisan et voulait qu'on réforme. Donc, avec l'avènement du président Talon, la 7e législature était en place, on a entamé, conformément aux règles démocratiques, la mise en place des lois. Et la 7e législature a voté toutes les lois qui ont servi à organiser les élections législatives. Quelqu'un va dire, j'étais là, j'étais contre. Et c'est la règle démocratique. Mais il y en a qui ne comprenaient pas grand-chose. Non. Certains députés qui... Il ne faut pas insulter les gens. Non, ce n'est pas de l'injure. Attends, je vais vous expliquer. Oui. Vous savez,
très rapidement, on taxe les gens d'incompétents, d'ignorants, de tout ce qui... Non, parce qu'il y en a qui ont après commencé à demander les explications. Non, faux. Ah, d'accord. Non, c'est faux. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu un député demander à un citoyen de la rue qu'est-ce que nous avons voté. Il y en a qui ont demandé à la Sénat. Un citoyen, c'était à la Sénat. À la Sénat, ils ont président demandé de la Sénat. Comment eux, ils comptent, ou bien l'interprétation qu'ils avaient des tests, de certains tests. Alors, les députés ont voté la loi. Des gens vont appliquer. Et si ceux qui vont appliquer ont des difficultés à appliquer, mais on peut leur demander de dire déjà ce qu'ils ont compris pour rectifier. Parce que je crois que vous voulez m'amener à la loi explicative. Peut-être c'est dans votre esprit là. On va en venir. Alors, donc, les députés ont voté les lois. Et par rapport à l'organisation des élections communales, eh bien, il y a eu un progrès parce que de deux partis, de tous les noms qu'on appelle, on a pu quand même enregistrer la participation de 5 partis. Il y a plus que ça sur la marche de départ. Et 5 ont pu participer et 2 n'ont pas engrangé. Ils n'ont pas eu les 10%. Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu les 10%. Mais ils n'étaient pas éligibles. Ils n'ont pas eu d'élus locaux. D'accord? Mais c'est quand même, par rapport aux législatives, 5 partis qui ont pu participer. Les candidatures, le nombre de partis qui avaient déposé leur dossier à l'époque, le nombre de partis qui étaient en liste, je ne sais plus combien, c'est pas 5. Au départ, ils étaient 11. Ils étaient 11. Et d'études de dossier à d'études de dossier, certains ont été recalés. 5 sont partis. Donc, nous sommes en progression entre 2 partis siamois, tous ceux qui sont là, et 5 qui ont participé. Et tous ceux qui se sont alliés pour aller aux élections communales, je peux affirmer qu'ils ont adhéré à la réforme du système partisan. C'est conformément aux lois qui étaient en place qu'ils ont décidé d'aller compétir. Donc, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire des règles qui régissent l'organisation de ces élections. OK? Certains n'ont pas pu participer en bonne et due forme. Et puis, ils se sont calmés. Ils ont dit, bon, OK, de toutes les façons, la vie d'un parti, c'est pas une élection, c'est des années. Les 5 qui ont participé, 2 n'ont pas eu part au partage des sièges. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas les 10%. Ils n'ont pas eu les 10%. Mais les 10%, ce sont les règles de base. C'est-à-dire, des règles qui se sont fixées eux-mêmes, les partis politiques. Donc, il ne s'agit plus de dire, on a changé les règles en cours du jeu. Non. Donc, ils étaient conscients avant d'y aller. Tout le monde savait que vous allez faire votre campagne, vous allez aligner des candidats dans toutes les localités, dans toutes les circonscriptions électorales. Il y en a tellement, le nombre, je n'ai pas retenu. Mais après, quand on a fait tout ça, vous allez engranger des voix sur l'ensemble du territoire national. Et puis, on va voir qui est d'envergure nationale. Et avant qu'on arrive là, on a voté ces règles-là dans les lois. Donc, quand vous avez participé, qu'au finish, vous-même, vous voyez que vous n'avez pas réuni le quota, les 10%, vous constatez que vous n'avez pas satisfait aux critères pour avoir part au partage des sièges. Ça ne peut pas continuer de faire l'objet de départ. Du reste, bon, sauf que le PRD, après avoir ruminé un peu sa frustration, n'a pas continué de s'accouter sur les élections communales, mais l'UDBN, qui est parti et qui n'a pas obtenu de siège, elle n'a pas mis 2 jours pour dire j'ai travaillé, j'ai pas rempli les conditions, mais je ne retire rien à la réforme du système partisan. Je continue de soutenir celui qui a permis qu'on fasse ces réformes. Je continue de soutenir les actions du président Talon.
Alors, vous voyez, voilà des gens, des partis responsables, qui se disent, on a perdu cette fois-ci, la prochaine fois ce sera. Alors, vous avez dit, les députés ne connaissent pas le contenu. Non, ça dit pas connaissent. Il y en a qui peut-être, devant, ce n'est même pas peut-être, ont posé des questions quand même interrogées. Bon, là n'était même pas le problème, puisque ça c'était juste le début des problèmes. Le problème s'est posé quand il s'est agi d'élire les maires. Les maires. Au finish, on a dû aller voter ou bien modifier tout. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ça, on ne dira pas que la décentralisation béninoise a... Non, vous allez trop vite. Ah, attendez d'abord. Oui. Allons étape par étape. On y va. Ça ne pas le temps, M. Agassou. Comment? Oui, bon, d'accord, mais quand même, on ne va pas escamoter, on ne va pas sauter les choses. On a fait l'élection. Les maires, les élus, les conseillers sont connus. Il faut installer les conseils communaux. Quand ça a démarré, il y a eu couac. Et très rapidement, les députés sont retournés dans la foulée à l'Assemblée pour voter ce qu'ils ont appelé une loi explicative. Vous savez, sur le vif comme ça, quand j'ai entendu ça, moi-même j'étais surpris. Oui, mais j'arrive. Donc, allez chercher Google, allez consulter les tests français. Dès qu'on a fait ça, moi je suis allé interroger l'Internet pour savoir. Loi explicative. On a vu ça où? C'est dans toutes les grandes démocraties. Donc ce qu'ils ont fait là, ça se fait. Non, on n'a pas dit le contraire, M. Agati. Bon, alors, quand ils ont fait ça, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que, vous savez, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais, on est humain, n'est-ce pas? Oui. Ils sont 83 députés, d'accord, qui votent les lois. Donc, mais, souffrez que des aspects puissent échapper à un député. Souffrez que tout le monde ne soit pas au même niveau. Mais vous avez ordonné à la date aller poser des questions là-bas. Le président de la commission des lois. Il a posé des questions pour comprendre la loi au Sénat. Non, pas du tout. Alors, donc, moi je vous dis, humainement, des gens peuvent être en retard de maîtrise, de compréhension des lois. Mais ce qu'ils ont fait pour l'élection des maires, vous le dites, oui. Oui, pour que l'élection, pour cadrer les choses, pour que l'élection des maires se passe. Il y a ce qu'on appelle la loi, la lettre et l'esprit de la loi. Voilà cette loi qu'ils ont, sur la base de laquelle on a élu les maires, on a élu les conseillers communaux et municipaux, à eux maintenant d'installer les conseils communaux. Et quand ça a démarré, ils ont dévoyé l'esprit de la loi. Parce que l'esprit de la loi, c'est dans le prolongement de la suprématie des partis voulu par la réforme du système partisan. C'est-à-dire que un parti qui a une majorité, on ne va pas par des jeux d'alliances tordus leur faire perdre la gestion des communes où ils sont majoritaires. Alors, tout le monde critique. C'est dommage. C'est dommage parce que quand ils sont allés faire ça, vous savez où le problème s'est posé et puis ils sont allés à l'Assemblée, non? C'est à Parakou. Où les FCB qui sont majoritaires et qui devraient avoir la mairie, il y a eu combine bizarre, je n'ai pas le détail, et puis Aboubakar Yaya était en passe de ne pas être le maire. Et vous n'allez pas me croire, hein? Il était en passe. Alors, les gens disent non, quand même. Si on fait ça à Aboubakar Yaya, nous aussi, là où on est majoritaire, les gens peuvent brouiller. Donc, il faut ramener. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que veut la réforme du système partisan, la suprématie des partis par rapport aux individus. Alors, ils ont fait ça pour recadrer, pour que là où il y a majorité absolue, l'opposition, le seul parti de l'opposition qui était dans les élections, ne perde pas encore le bout de sièges qu'ils pouvaient avoir. Mais quand ils ont fait ça, et le mal du Bénin en politique, c'est aussi ça. On a fait ça, Aboubakar Yaya est maire. C'est bien. Il a fait son discours, il a fait des déclarations. Mais toi et moi, on est ensemble. Et puis, moi, on est ensemble sans être d'accord. Et puis moi, tu es devenu maire quand même, malgré les koucha qu'on a fait pour utiliser
la minorité qui est la mouvance pour t'arracher le poste, tu as pris quand même. Oh, ben voilà. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un dedans qui n'est pas propre là. Allez, il faut le dénoncer. On envoie le dossier à la Cour suprême. Perte de siège. Et ça y est, le résultat est là. Oui. Alors, vous voyez très bien que si les gens sont dans les partis et que c'est leur personne qui est importante, pour que, moi je ne dis pas de couvrir le faux, il n'est pas de mes habitudes de couvrir le faux, mon papa me l'a refusé. Mais vous êtes ensemble et vous avez déjà couvert, vous savez le gars, il a eu ceci, tel problème. Vous avez laissé aller aux élections. Et puis maintenant que l'Assemblée a rattrapé le dérapage pour permettre aux gens de continuer à installer les conseils communaux conformément aux majorités qui s'est dégagées avec la répartition des sièges. Quelqu'un est sorti de FCBE pour dire il y a un lépreux là-bas. Et voilà, ils ont perdu. Et aujourd'hui, Parakou n'a pas FCBE n'a pas pu. La FCBE n'a pas la mairie de Parakou. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'il nous faut faire. Il faut déjà faire en sorte que ce soit que les propres, ceux qui sont en état de compétir, d'être inscrits sur les listes pour être éligibles. Il faut que ce soit ceux-là. Mais avancer et ramener derrière, dans le même camp, c'est l'esprit béninois. Et ce n'est pas bien. Moi, je ne vais pas dire béninoiserie parce que ça ne correspond à rien du tout. Mais nous avons des comportements qui montrent notre dégoût du patriotisme. Monsieur Agasuno, le hic de tout ceci, c'est qu'avec tout ce qu'on a vu faire en matière de décentralisation jusqu'à cette année, on va dire que c'est pratiquement différent puisque ce n'est plus une élection. On a vu des maires, je ne veux pas utiliser l'expression de oui, je vous le prête. Je vais vous prêter l'expression. Il y a quelques années. Est-ce que la décentralisation n'a pas pris un coup? Pas du tout. En fait, moi, je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller, je suis un citoyen amoureux du Bénin. Alors ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Oui, maintenant, et avec cette élection des communales qui a sorti 2 types de maires, en fait, ce n'est pas 2 types de maires. C'est tel que les choses devraient se passer, c'est-à-dire les partis majoritaires devraient désigner le maire. Ça n'a pas été le cas. On a amené à la conscience des gens ce qu'il faut faire. Et ça fait que, d'office, celui qui doit être élu maire, parce que venant du parti majoritaire, est-ce que les maires qu'on a dit élus là, qu'on a dit désignés, les maires désignés là, est-ce qu'ils sont sortis d'un parti qui n'est pas majoritaire, là où on les a désignés? Non, mais... Alors, donc, le débat est clos à ce niveau. On les a conformément à l'esprit, à ce qu'il faut comprendre de la loi sur les élus communaux et l'installation des conseils communaux. On a des maires qui sont en place aujourd'hui qui répondent aux critères d'appartenance à des partis majoritaires ou en alliance, et on a fait compétition. Donc il n'y a pas de problème selon vous? Aucun problème. Et vous dites, la décentralisation. Nous allons évoluer parce que il y a d'autres sujets. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers les présidentielles de 2021. Les communales sont passées par oui, une élection à laquelle l'opposition compte participer, bien évidemment, et pour participer en fixant des conditions. La dernière fois, on a entendu le président d'honneur du parti Les Démocrates parler des assises nationales pour, avant d'aller à ces élections présidentielles. Selon vous, en tant qu'observateur, M. Agasuno, que pensez-vous de ces assises, de ce message lancé par le président, l'ancien président Boni Yayi? Avec tout le respect que je dois au président Yayi Boni, ça me fait mal au cœur. Mal au cœur? Pourquoi? Que ce soit lui qui tient le candelier pour dire assise. Soit cela passe. Deuxième chose, ça me gêne que ce soit les démocrates, le parti Les Démocrates, qui demandent assise avant d'aller aux élections. Faites attention. Et c'est pas fini en attention. Absolument pas. Attention. Pardon. Faites attention. Les mêmes causes produisant les mêmes effets n'aboutissons pas
à l'élection présidentielle de 2021 qui sera taxée d'exclusif. Je dis ça me gêne que ça vienne des démocrates parce que, c'est-à-dire c'est le seul parti qui s'est arrogé l'exclusivité d'être démocrate. Donc incarner la démocratie. La démocratie, quand dans les années 89-90, le vent de la démocratie a commencé à souffler en Afrique, paix à son âme, fait président Jacques Chirac. Et dit l'Afrique ne peut pas s'accommoder de la démocratie, c'est un luxe. Ils n'en seront pas capables. Eh bien, mais nous l'avons invectivé, on a dit non, pourquoi il va nous dire ça, nous aussi? La démocratie, c'est trop cher. La démocratie a un coût. La démocratie a des règles. Et les règles, pour le profane en politique ou en connaissance de démocratie que je suis, parce que j'ai écouté le président Yahi Boni tenir à Parakou. Nous voulons notre démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Eh bien, c'est la définition basique de la démocratie. Mais ce n'est pas que ça. Parce que même ça, quand on dit gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, moi, je suis du peuple, non? Comment je vais gouverner? Comment je gouverne en tant que peuple? Le peuple gouverne à travers les personnes à qui donne le pouvoir. C'est ça. Et pour accéder au pouvoir, et puis, si on sort de politique politicienne, le pouvoir est toujours d'essence divine. Si vous enlevez ça, vous allez vous fatiguer. Cela dit. Et pour ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas que le pouvoir est forcément divin. Oui, bon, croire ou ne pas croire, c'est personnel. Laissons ça. Oui. Mais moi, je dis ça au passage. Donc, la démocratie a des règles. Et le peuple gouverne de la base au sommet à travers des gens à qui il donne le pouvoir à travers les élections. Mais c'est les mêmes peuples qui désignent des gens qui vont élaborer les lois. Et quand vous êtes là, on vote les lois. Les lois sont votées conformément à la règle de base de la démocratie. C'est la loi de la majorité. Donc, lorsque vous êtes là où on fait les lois, que vous n'êtes pas d'accord, on a fait tous les débats, vous n'êtes pas convaincu que c'est une bonne loi, et que le nombre de votants qui ont opté pour faire passer la loi vous dépasse, la loi est votée, elle est mauvaise, elle est la loi, on la respecte tant qu'on ne l'a pas changée. Maintenant, il ne s'agit pas de rester dans la rue, il ne s'agit pas de rester dans son bureau, dans les rassemblements qu'on veut, pour dire la loi est mauvaise, je ne veux pas la respecter. Là, vous faites allusion au parrainage? Non, je ne suis pas encore au parrainage. C'est-à-dire que ça fait partie. Non, attends, non, vous avez parlé d'assises. Oui, les assises nationales avant la présidentielle. Faire rentrer les élections, ce sont les conditions qu'ils ont posées. Enfin, je vais dire globalement, en tant que parti démocratiquement constitué conformément à la loi, vous n'avez rien à exiger que de vous conformer, de continuer de vous conformer aux lois de la République. Si il y a incompréhension, il y a des problèmes, on n'est pas d'accord, asseyons-nous pour en parler. C'est comme un télé ici, si vous avez un directeur... Est-ce que c'est pas ce qu'il demande? Oui, mais... C'est bien ce qu'il demande. Ce qu'il demande. Est-ce que ces assises-là, telles qu'ils veulent, va permettre de changer les lois qui vont permettre de faire l'élection présidentielle prochainement? Non, le président de la République, qui est celui qui peut initier une rencontre, un rassemblement de politiciens. Une concertation, vous voulez dire? Une concertation, oui. Avec qui mérite d'être à cette concertation pour parler des élections. Mais ils méritent d'être à cette concertation, puisqu'ils ont, les démocrates par exemple... Mais ils seront si le président... Ils ont reçu leur récépissé. Non, ils ont le récépissé provisoire et définitif même, c'est très bien. Mais si le président ne décide pas, n'a pas de raison, n'est pas convaincu, qu'il faut s'asseoir
pour changer les lois avant d'aller aux élections. Il va même convoquer s'il veut. Il va s'expliquer, ils vont discuter. L'essentiel, c'est d'avancer. Parce que ce que les gens demandent, si c'est s'asseoir pour que, dans les conditions actuelles, rien ne les empêche de bénéficier des parrainages pour aller aux élections, qu'à cela n'était là où ça cloche. Donc, vous êtes en train de dire qu'il ne devrait pas en faire un préalable. Non, il n'y a pas de préalable en dehors de la loi. Parce que quand vous faites ça, moi je me dis, mais les démocrates, dans quelques années, vous savez, le président Talon, le gouvernement Talon, ce qui se passe depuis 5 ans, a dressé un boulevard pour les politiciens de demain. Oui, parce que il a fait en sorte que, à défaut de faire mandat unique, parce que ça n'a pas passé, il est en droit de faire 2 s'il le veut, mais il ne veut pas faire 2 pour avoir la velléité de faire 3. Il a dit, avec la révision de la Constitution, on a mis 2 mandats de ta vie. Ça veut dire quoi? Que dans 5 ans, quand un autre président, si Patrice Talon revient en 2021, il ne lui viendra pas à l'esprit de chercher à modifier cette constitution avec son... On n'en est pas là encore. Bon, donc, alors, si ce cadenas qu'on a mis aux 2 mandats pour que personne ne puisse avoir la tentation de demander quoi, c'est ceux qui vont venir demain, c'est ceux qui vont rentrer dans la politique demain pour profiter que personne ne s'éternise au pouvoir. Maintenant, ils ont demandé aussi que les exilés politiques rentrent. Il y a ce préalable-là. Oui, que les exilés politiques rentrent. Que ceux qu'ils appellent exilés politiques. Oui, mes amis, je sais, j'ai écouté. Oui. Mais je suis peiné que nous ne voulons pas laisser le Bénin avancer. Pour peu que je sache, les exilés politiques, il y en a combien? Il y a combien de Béninois? Vous savez, moi, j'ai décidé librement, en toute connaissance de cause et en toute responsabilité, de faire du Sénégal mon pays de résidence. Nul n'est jamais mieux que chez soi. Je le sais. Je ne suis pas sénégalais. Je n'ai même pas envie de prendre la nationalité. Donc, celui qui se retrouve à l'extérieur, pour diverses raisons, il sera bien tenté de vouloir revenir dans son pays. Mais si des choses vous empêchent, vous craignez de venir dans votre pays pour diverses raisons, on ne va pas dire si 1000 Béninois sur 12 millions à peu près bientôt ne viennent pas, le Bénin n'a qu'à s'arrêter. Non. Ce qui fait que les gens là sont dehors, vivement que tout ça se règle dans les bonnes règles, dans les règles de l'art, qu'ils nettoient tout ce qui... c'est ça? Et qu'ils rentrent librement vivre au Bénin, parce que c'est ça qui est mieux pour tout le monde. Maintenant, on ne va pas me mettre ça comme condition pour aller aux élections prochaines, parce que ce n'est pas dans les critères. La loi n'a pas prévu ça. Comme la loi n'a pas prévu ça, qu'est-ce que la loi prévoit qui pose problème? Allons à ça maintenant. Justement, quand on observe un peu tout ce qu'ils disent, ce qu'ils réclament, on a comme l'impression que l'opposition utilise son joker favorable, celui que certains observateurs appellent chantage pour... oui, mais alors, voilà, c'est ça. Parce que ce n'est pas un piège à éviter aussi. Non, le chantage, c'est très bon. Ceux qui en usent, ils ont toujours leurs yeux pour pleurer après. Comment ça? Ah oui, parce que quand tu fais chantage, vous savez, dans chantage, il y a mauvaise foi. Oui. Non, quand même, on ne dira pas qu'ils sont de mauvaise foi. Non, je parle pas de... Quand on dit il est en train de me faire chantage, là, il y a une façon pas malpropre. D'avoir plus ou moins l'autre à l'usure. À l'usure. Mais quand vous faites comme ça, et que Dieu protège l'autre, et qu'il échappe à votre chantage, mais vous n'avez pas ce que vous voulez. Alors, moi, je ne veux pas qu'on utilise des chantages pour ramener le désordre au Bénin, pour qu'on n'avance pas. Il faut que le Bénin avance, parce que les hommes vont passer. Le président Talon va passer. Qu'est-ce que sera le Bénin de demain? Alors, moi, je pense que les démocrates, ils méritent d'aller aux élections. Vous savez, il y a 159 parrains potentiels, puisqu'il y a un que Dieu a rappelé parmi les députés. C'était 160, ça devait être 160, mais 159. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir 9 candidats.
aux élections présidentielles. Mais tout le monde dit, il faut ouvrir. En même temps, d'autres disent, une élection avec 20 candidats, ça sert à quoi? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de 20 candidats pour que les élections soient une fête. Tous ceux qui veulent aller aux élections, c'est maintenant que la compétition, c'est sur 9 candidats. Il faut déjà faire la compétition à ce niveau, c'est-à-dire faire en sorte, conformément à la loi, de réclamer son parrainage. Le président, vous pensez que, honnêtement, hein, si on ne veut pas faire des affabulations et puis dire, bon, mais il est ci, il est ça, vous pensez, vous qui êtes journaliste, et tous ceux qui me regardent, qui est-ce qui pense qu'il est de l'intérêt de talent d'aller aux élections tout seul? Il veut se soumettre à un référendum? Pas du tout. Donc, lui, il voudra que l'élection puisse se dérouler conformément à la loi avec 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9 candidats. Si les gens arrivent à décrocher. Mais, ça dit, on dit que les parrains sont... Non, c'est déjà ça, puisque vous avez joué pour que la situation soit comme ça. Que vous n'avez pas les parrains. Mais les parrains... Surtout que c'est dit que les parrains sont là, aller vers les parrains, négocier, oui, mais donc, aller à la négociation. C'est pour ça que je dis que c'est maintenant que la compétition commence. Moi, je prépare mon dossier. D'ailleurs, il y a un certain Yannick qui est candidat, qui a déclaré sa candidature. Dossou, Yannick. Et Joël Aïvo, il fait du travail formidable. Le terrain, il sillonne le pays pour prendre le pool. Il est certainement, il sera sûrement candidat. Mais il n'a pas besoin de parti. C'est-à-dire, aller aux élections, ce n'est même pas une affaire de démocrate ou de non-démocrate. C'est une affaire de parrainage. C'est celui que vous portez. C'est celui qui se sent capable et qui va se faire porter par les parrains. Donc, moi, je dis la compétition tout de suite là. C'est faire la compétition pour attraper ces 16 parrains avant que le stock ne s'épuise. Quand vous avez fait ça, ça veut dire que vous avez convaincu les parrains, vous avez le parrainage. Et ça, il est de l'obligation des élus d'accorder le parrainage. Très bien. Et si c'est comme ça, moi je me focalise sur comment moi je vais faire pour prendre le parrainage pendant que toi tu n'as pas pu convaincre les gens pour avoir ton parrainage. Et quand j'ai mon parrainage, c'est le plus dur qui commence. Parce que je te parraine, je ne suis pas... Je ne dis pas je vais voter pour toi, je ne vais pas faire campagne pour toi, mais je considère que je te donne la chance de montrer au peuple béninois que tu veux le gouverner. Oui. Donc, de grâce, dites à nos amis politiciens, surtout ceux qui revendiquent le nom démocrate, la démocratie, là, il faut qu'ils s'obligent à respecter ces règles en se disant, faire ça pour ne pas aller aux élections, c'est dire présidentielle exclusive, on n'est pas tous là-bas. Et les gens, j'entends dire, élections festives, les élections c'est toujours la fête, mais pour dire au Bénin, on fait, non. C'est des moments où on doit s'entendre, aller pacifiquement voter en toute sécurité. Si tout le monde respecte les règles, pourquoi il y a bagarre? Pourquoi il y a bagarre? Nous sommes candidats en ayant nos parrainages. Chacun va vendre son projet de société. Et le Béninois va voter. Alors, est-ce que là, il n'y a pas un travail, y a-t-il pas un travail à faire par les partis politiques, les candidats et tout, pour que les élections, comme vous venez de le dire, on veut que ce soit des moments de fête, pour que ces élections se passent normalement avec un fort taux de participation. C'est de ça le gros du travail à faire. N'est-ce pas un travail à faire par tout le monde, partis politiques, candidats, etc. Monsieur Onsa. Oui. C'est-à-dire que quand nous parlons politique au Bénin, on ferme les yeux. On ne sait pas que nous sommes, on n'est plus dans la royauté. D'accord? On n'est plus en monarchie, on est en république. Et cette forme d'organisation de la gestion des pays, nous l'avons hérité de la colonisation. Et donc il y a des gens qui sont dans la même forme d'organisation de leur société, d'évolution du pouvoir, les gens viennent. Le point de taux de participation, les gens en souffrent en France sans que cela ait les mêmes causes qu'au Bénin. Les gens en souffrent là-bas. Les gens aussi disent que les gens désaffectionnent les bureaux de vote, les gens n'y vont pas. Il y a un gros travail à faire, non seulement de formation des militants, mais de la formation des citoyens
aux droits et aux devoirs du citoyen par rapport au vote. D'accord? Et ça, ce n'est pas la peine de prendre une loi à l'Assemblée pour dire que, bon, si vous ne votez pas, on va vous couper la tête. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut travailler sur les esprits, sur les hommes, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça leur donne d'avoir la possibilité de dire « je vote pour Théodule ». Et que si tu ne réunis pas autant que Mme Toboula, eh bien, tu ne seras pas élu. Donc, ceux qui t'auront choisi auront perdu. Donc, il faut, si on reste dans ce jeu-là, il faut empêcher, il faut éviter d'utiliser des artifices, des actions qui empêchent les gens d'aller voter. Parce que alors, c'est-à-dire ne pas créer de psychose. Non, il ne faut pas créer de psychose. Il faut pas un sentiment de désintéressement. Oui, non, c'est-à-dire vous faites peur aux gens. Ouais. Il faut lutter contre la peur d'aller voter. Et ça, ceux qui animent les partis là, ceux qui veulent être candidats, il ne s'agit pas de dire je veux le parrainage. Il faut encore travailler pour que les gens aient voté. Parce que le jour du vote, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas voulu se conformer aux lois pour aller aux élections, ils vont amener des voyous qui vont aller vous agresser sur le chemin du bureau de vote. Ils vont mettre des épouvantails. Vous savez que nous, on a des croyances en Dieu, mais on a nos croyances endogènes. Lorsque vous voyez un certain épouvantail, un certain artifice sur le chemin même, et donc, je ne vais pas passer à côté parce que ça peut m'attirer des ennuis. Et quand on a posé ça sur la porte du bureau de vote, certainement que les gens n'iront pas jusqu'à ce point. Oui, des déclarations à éviter peut-être, c'était déclaration de certains leaders. Et puis, attends. À éviter pour ne pas créer de Attends, moi je vais revenir au concret. Oui. Taux de participation, qui est un baromètre pour prendre le pouls de la démocratie, la vivacité Mais lorsque vous faites des choses qui empêchent que le taux de participation soit élevé, à qui vous rendez service? Parce que le taux est bas, l'élection sera validée. Alors, moi je suis de l'opposition. Je n'ai même pas pu faire passer ma candidature. Il y a deux choses à faire. Nous tous qui ne voulons... Parce que le talent, lui, il est seul. Il sera un candidat. Bon, c'est un duo. Oui, un duo. Oui. Donc, ce duo-là sera un. Et il y aura des duos avec lui. Les autres duos-là, puisque nous, c'est lui qui n'est pas bon, c'est lui que nous ne voulons pas, et que nous, on n'a pas notre candidat, mettons-nous tous derrière les autres pour le faire partir. Mais pour le faire partir, ce n'est pas en mettant des épouvantails, en mettant les voyous, en menaçant, en faisant des menaces, on va brûler, pour que les gens... Faites en sorte que les gens aillent voter contre lui. Que ce soit les urnes qui parlent. Oui, mais c'est-à-dire, lorsque vous empêchez les gens de voter, l'élection sera validée parce que ce ne sera pas les épouvantails qui vont servir de critères pour déterminer. Donc moi... Il y a un travail à faire pour... Non, le travail à faire... par les partis politiques, candidats et autres, pour que le taux de participation... Le travail à faire, le plus gros du travail, si j'étais politicien, c'est les partis de l'opposition. C'est eux qui doivent travailler, leurs partisans, leurs sympathisants, leurs militants, qui sont fâchés, qui sont affamés, qui n'ont rien depuis 5 ans, en masse, d'aller envahir les bureaux de vote pour voter contre Talon. Comme ça, il saura qu'il est venu faire du mal à ce pays. C'est ainsi qu'ils seront vraiment démocrates, c'est ce que vous Oui, c'est comme ça qu'on est démocrate. Mais quand vous voulez changer les lois dans la rue, moi, je leur conseillerais... Non, mais, attends, députés, ils vont finir en 2023. C'est pas toute une vie. En 2023, moi, je suis parti de l'opposition. Je vais changer même les lois, puisqu'on a dit qu'on va ramener les lois avant son arrivée, à ce qu'elles étaient avant. Mais il faut être là-bas pour faire. Moi, je prépare mon entrée à l'Assemblée pour la prochaine législature. Je travaille. Mitterrand a fait 20 ans d'opposition avant de gagner le pouvoir. Pourquoi vous voulez créer parti aujourd'hui et être au pouvoir demain? Non, ça, ce n'est vu nulle part. Mais c'est une ambition, on ne peut pas leur Oui, mais l'expérience a montré que ça a pris du temps partout. Et c'est ceux qui ont persévéré, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont échoué, qui ont repris, qui ont corrigé leurs erreurs, qui sont parvenus au pouvoir. Et puis, venir au pouvoir, ce n'est pas un individu qui... C'est-à-dire, ça finira par être quelqu'un, être président, quelqu'un être député. Mais aujourd'hui, tout le monde, parce que derrière un parti, donc le parti, c'est comme
le pays qui ne disparaît pas. Un parti ne doit pas disparaître si il est vraiment créé pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. C'est ça l'ambition de tout parti. Mais quand vous ne faites pas ça dans la durée, vous voulez soit ça comme on aime ici là, ça ne marche pas, vous allez souffrir et vous n'aurez rien. Moi, je souhaite que les amis, les démocrates, ils se mettent en compétition avec les autres candidats qui se décident, qui s'annoncent déjà, pour arracher leur cesse, pareil, avant que le stock ne soit taré. Parce que changer le parrainage, c'est revenir en arrière. Et du parrainage, il y a un aspect que personne n'évoque. Lequel? La 7e législature a voté le code électoral qui a été changé après le dialogue et la révision de la Constitution. Mais le code électoral, les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, c'était quoi? 250 millions pour être candidat, parce qu'on a dit quand on va mettre la barre, le montant très haut, ça va empêcher les farfelus de devenir candidats. Alors, quand ils ont dit ça, c'est ce code-là qu'on avait, et puis on est allé, et on a, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, bon, alors dialogue politique, des gens qui avaient le profil pour venir au dialogue politique étaient venus. Il y en a même qui avaient le profil qui ont dit je n'irai pas là-bas. Ils sont libres. Mais ce dialogue politique-là, ceux qui se sont réunis et qui sont tous des politiciens, ont dit non, on va pas, il faut enlever diminuer le montant, tout en visant l'objectif de ne pas avoir des candidatures farfelues. Et pour ce faire, il faut donner du pouvoir au parti. Il faut que ce soit les élus, c'est-à-dire quand les gens... Et donc des recommandations qui ont été mises en application. Et donc, ça permet que aujourd'hui, tu vas payer, si j'ai bonne mémoire, 50 millions pour être candidat, c'est la caution. Et puis tu as 9 parrains, 50 millions, ça veut dire que tu gagnes 200 millions et tu peux être candidat. Et parce que le parrainage ne sera pas vendu. Oui, les gens ont effleuré la question là. Non, non. Monsieur Agassouno, on a dit que c'est pas payant. Oui, absolument, c'est pas payant puisqu'on le négocie. Ou bien vous avez le secret que... Non, je ne dirais pas que c'est payant. Monsieur Agassouno, alors nous allons aborder le dernier aspect de cet entretien puisque nous égrenons pratiquement les toutes dernières minutes. Le temps finit très vite ici alors que vous amenez des parleurs. C'est l'annulation de ce concours et surtout le verdict dans ce procès, le verdict qui a condamné les intéressés, je vais dire les candidates à 36 mois de prison dans 12 fermes. Et l'organisateur et son ami, le DAC qui a été limogé et qui a été condamné à 6 mois de sursis, prison avec sursis bien évidemment, et M. Paco Mukonde qui a été relâché. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est dommage. C'est dommage que depuis plus de 4 ans, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité a commencé par prendre forme. Ce que les gens reprochent par rapport à ça au président Talon, c'est que les 4 ans là, il devrait passer à poursuivre tous ceux qui ont été gouverner le pays dans le passé et qui ont détourné, qui ont des tâches. Il devrait passer le temps à ça, mais lui, il est très intelligent. Il sait que ce par rapport à quoi on va mesurer sa capacité à gouverner un pays, c'est la satisfaction des besoins du peuple. Donc, mais il a donné des signaux très forts. C'est-à-dire, je rends hommage à Martin Sogba qui, ONG Alcré, contre tous ces pères de la société civile, dit la criette là c'est bon, parce que le président Talon a donné c'est-à-dire un instrument pour freiner la corruption, pour lutter contre la corruption. Ça va s'améliorer dans le temps. Donc, la lutte contre l'impunité, contre la corruption, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans nos habitudes pour que nous accommodons progressivement. Mais il faut aller très vite parce que les crimes du passé, bon, ça va prendre du temps, encore que les crimes économiques... Vous pensez que ce qui est fait jusque-là n'est pas suffisant, même avec les anciens élus locaux à Calavi? Oui, mais c'est pour ça que je dis... Affaire Domanial, c'est un vieux dossier. C'est pas hier qu'on a détourné ces parcelles-là.
c'est depuis des temps. Maintenant, ça sort. C'est pour ça que je vous dis, les crimes économiques ne sont pas prescriptibles. Donc, il peut ne pas s'occuper rien que de ça pendant son mandat. Mais le signal est donné et vous voyez, vous n'avez jamais eu un litige domanial, la mafia foncière au Bénin. Vous n'avez pas ça. Donc, moi je laisse ça. Je viens au concours. Parce que le concours, et c'est là où nous devons nous interroger, nous qui ne sommes pas dans la position de ces gens-là, pour dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe chez les humains? On est en train de faire un concours pour recruter 100 auditeurs de justice. Parce que nos tribunaux en manquent. Les tribunaux, il n'y en a pas déjà assez, on est en train de construire. Le personnel n'est pas suffisant, les dossiers traînent. Et un gouvernement, dans une planification rigoureuse, méthodique, est en train de recruter par vague les gens. Et puis, vous avez la chance d'avoir... Ils sont 1000 et quelques candidats qui voulaient postuler pour 100 postes. Et parmi les 1000 là, il y en a 1 ou 2 qui sont peut-être plus, parce qu'on n'a pas attrapé d'autres, qui pensent que sur les 1000 là, eux, ils ne vont pas avoir le mérite, ils ne vont pas devenir auditeurs de justice par mérite, mais ils vont rouler tous ceux qui sont en train de se fatiguer à écrire, de transpirer, et puis bon, avec des cartouches, avec des manigances, ils vont... Non. Surtout quand il s'agit d'agents de justice qui vont juger les gens et qui sont déjà à ce niveau de moralité, de moralité simplement. Et Dieu les a dévoilés et on les a pris, donc c'était bon de les sanctionner. Et la vitesse à laquelle on a jugé, c'est bon aussi parce que quand le dossier a éclaté, que le procureur a ouvert une enquête, on dit, voilà, pourvu qu'après, parce que je suis les télés là, on dit, ah non, ils ont fait ça, mais est-ce qu'après on va savoir comment ça s'est réglé? Ça s'est vite réglé et on a identifié, comme on connaît ceux qu'on a pris en flagrant, celles qu'on a prises en flagrant délit. On a cherché les collatéraux, les complices qui sont derrière. Et la justice a rendu justice. Et puis, c'est une justice à deux niveaux. C'est-à-dire vous pouvez faire appel. Si quelqu'un est propre et on l'a mal jugé, on va voir. Mais le signal est donné. Et ça, c'est la justice. Mais ce qui est plus important, c'est l'annulation du concours en attendant de reprendre, sûrement pour s'armer de plus de sécurité. Mais le motif que le président Talon a avancé. Donner la même chance à tout le monde. Alors, toi, le temps nous est... Compter des enfants. Vraiment compter. Alors, moi, je vais vous dire, cette expression égalité de chance, je suis le symbole de cette égalité de chance qui ne donne pas la place au favoritisme, au bras long, au népotisme, toutes les formes. Moi, en 1968, 67, 68, j'ai fait le CM2, je suis allé à l'entrée en 6e, j'ai réussi. Fils de paysans et de paysannes de sa vie. Quand j'ai fait l'examen, bon, on a donné les résultats, j'étais admis, entré en 6e. J'étais dans le champ avec mon père, au village là-bas. Le directeur nous a appelés pour dire, vous avez été les meilleurs, vous allez remplir une notice bleue, vous êtes sélectionnés pour aller à l'internat lycée Bianzin avec bourse, 7 ans. Tout pris en charge par l'État. C'est pour ça que je dis, le pays m'a tout donné. Et moi, donc, je suis allé là-bas. S'il n'y a pas égalité de chance, si c'est les gens qui peuvent, c'est les gens qui ont des relations, qui vont avoir ça. Les fils de paysans n'auront jamais rien été dans ce pays. Ça, c'est clair. Donc, l'égalité, celui qui se bat pour l'égalité de chance, je suis avec celui-là. Très bien. Maintenant, égalité de chance. Je vais vous donner un autre exemple. Très rapidement, vous savez, j'ai fait le lycée Bianzin jusqu'en première. À l'époque, on passe un examen, première partie du bac, qu'on appelait EPECT, examen probatoire d'entrée en classe terminale. Je suis allé en vacances.
Et en revenant, le proviseur, le staff du lycée me convoque avec un de mes amis, un de mes camarades, paix à son âme, Tosu Gabé. Et on se présente. On venait de faire de reprendre les classes. C'est-à-dire on est revenu pour la rentrée, pour faire la terminale. On nous invite, on dit, ben voilà, on a examiné tout le monde. Vous deux, vous êtes retenus pour devenir maîtres d'internat. Parce que vous avez été ciblés comme des élèves sérieux, travailleurs, disciplinés. On va vous confier des dortoirs. Moi, j'avais un dortoir de 40 élèves. J'étais un enfant comme ça. C'est ça. Et vous voyez, c'est-à-dire que moi, je n'ai rien fait. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé pour me... Vous n'avez pas de bras longs, il n'y avait pas de bras longs, et donc vous avez, c'était l'égalité de chance. C'est-à-dire, eux, ils ont des critères auxquels ils ont soumis tout le monde. Et vous avez pu sortir de l'eau. J'ai pu sortir de l'eau. Voilà. Donc moi, je dis, tous les gouvernements qui vont venir dans ce pays, le président Talon a donné le signal, permettez qu'il y ait égalité de chance et combattez la fraude par tous les moyens. Une dernière question, monsieur Agasson. Le chef de l'État est presque à la fin de son mandat, 5 ans, 60 communes. Qu'est-ce que vous avez, un mot par rapport donc, à ce... par rapport à cette tournée. Oui. On ne va pas s'étaler là-dessus. Non. Moi, je crois que laissez la liberté à ceux à qui vous avez confié une responsabilité limitée dans le temps, d'agir. Retirez-leur votre mandat s'ils ne méritent plus le second. Mais laissez-les décider de prendre des responsabilités d'agir. Le président n'est pas sorti trop tôt, le peuple en voulait. Il est sorti maintenant, c'est pour... Moi, j'ai entendu un opposant dire... Mais ça a suscité quand même un engouement. Non, attends. J'ai entendu un opposant dire sur un plateau de télévision que lui a les preuves que ce qu'on a vu s'agiter là, on a distribué de l'argent. C'est-à-dire que des incantations. Et si on te prend pour dire, viens prouver ce que tu as dit. Non. Je crois que le président Talon est responsable de la gestion de notre pays pendant 5 ans selon le mandat que nous lui avons confié. Il pose les actes qu'il doit assumer, qu'il doit revendiquer. Il a fait ce tour pour voir si, parce qu'il avait dit, confiez-moi le travail, laissez-moi faire avant de me donner des qualificatifs que vous aviez avant. Maintenant, j'ai fait 5 ans. Je n'ai pas eu besoin de courir derrière les chantiers, ouvrir, ne pas fermer, ou bien relancer plusieurs fois. Les gens sont travaillés. Je vois les images, je vois, mais la réalité, c'est quoi? Je ne vais pas, même si je ne veux pas demander un nouveau mandat, je vais quand même aller voir si tout ce que je vois de mon bureau là, c'est vrai. Et il a décidé, non pas de voler comme un oiseau pour aller d'arbre en arbre, de commune en commune. Je vais vivre les réalités du pays, aller au contact du pays profond, en soulevant des vagues de poussière. Et ça, c'est encore objet de critique. Moi, je dis, mais est-ce qu'il a besoin de s'expliquer pour ça? Il a déjà dit pourquoi, quel est l'objet de la tournée. Et il l'a fait. Moi, je crois que les populations qui l'ont reçu et qui demeurent fâchées, il ne faut pas les empêcher d'aller voter prochainement. Il faut qu'ils aillent voter. Si Talon est candidat, ils n'ont qu'à voter contre parce qu'ils sont fâchés malgré cette tournée, malgré tout ce qu'ils acclament là. Merci à vous, monsieur. Ils ne sont pas honnêtes. Et donc, il faut laisser les gens voter. Alors, pas de bagarre, pas d'épouvantail. Respectons les règles. Compétition au premier niveau pour avoir nos parrains. Et allons l'affronter pour voir. Lui, il a dit qu'il a travaillé. Bon, nous, on n'a encore rien fait, mais on va faire plus. Ce sont là les exhortations de monsieur Albert Agasson. Non, je veux finir quand même par un mot de fin. C'est 2 mots. Alors, le premier, c'est d'abord pour vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'amener sur votre plateau, parce que gérer une télévision, c'est de l'argent. Et moi, je ne paie rien, vous m'appelez, vous m'amenez. C'est une marque de considération. Et je me sens très honoré. Deuxième chose,
nous sommes au lendemain de Noël. Donc, nous sommes dans la période que l'Église catholique appelle l'octave de la nativité. Je profite donc pour envoyer, même avec retard, mes sincères vœux de joyeux Noël à tous, à chacun et à tous, en ajoutant qu'il rentre dans notre tête que le petit Jésus qui est venu nous visiter est le prince de la paix et que acceptons la paix qu'il amène dans notre cœur. Troisième point pour terminer, nous sommes à la veille d'une nouvelle année, d'une année qui finit, et vous dites que je suis venu terminer, clôturer l'année. Oui. Je ne vais pas m'empêcher de formuler à l'endroit du peuple béninois tout entier. Il faut regarder dans la caméra. Bon, alors il faut regarder. À tout le peuple béninois, à vous déjà, à tous mes amis et à tous ceux qui me connaissent, une bonne, cette heureuse année 2021 qui arrive. Alors, il y a des traditions que dans cette période qui va nous conduire au 1er janvier, on échange les vœux. Je voudrais souhaiter que lorsque nous échangeons les vœux, les bons vœux, que chacun en le faisant s'engage envers lui-même à faire en sorte que Dieu exauce ses vœux, ne rien faire pour que ses vœux ne soient exaucés. Dernière chose, que la paix étant la chose la plus désirée de nous tous, que personne ne pose un acte d'ici le 1er janvier et au-delà qui va compromettre la paix qui nous est si chère et qui n'est pas de 20 mots. On dit que c'est un comportement. Alors, voilà. Le comportement de la paix. Merci beaucoup, M. Albert Agassounon, cadre retraité de la BCAO. Avec vous, nous avons fait un peu le bilan de l'année 2020 qui s'achève. Nous avons parlé de la gestion de la COVID-19 par le gouvernement. Nous avons parlé des élections communales. Nous avons parlé du souhait des assises nationales, du souhait d'assises nationales du président d'honneur du parti Les Démocrates. Théodule Onsah, nous allons partir. Nous allons partir. Vous dit merci à M. Agassounon et dit merci également aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent. Leur dit que juste après nous, l'entretien, il y a bien sûr le duel et puis l'hebdo des éditorialistes. Et bien, la suite du programme de Dimanche politique. À tout à l'heure, nous allons nous retrouver donc pour le débrief et pourquoi pas à 20h avec le consultant politique pour décrypter l'actualité. Mesdames et messieurs, merci. Prenez du plaisir à suivre la suite de nos programmes.